Pour connaître un pays, il faut aimer ses pauvres. En ce 19 décembre, je me trouve dans un petit village qui s'appelle Luodai, à quelques dizaines de kilomètres au sud-est de Chengdu, toujours dans le Sichuan. C'est un village habité par une minorité, les Hakka, une minorité chinoise. Alors ce n'est pas à proprement parler une minorité ethnique, puisque les Hakka sont des Han du sud, qui se sont beaucoup expatriés par ailleurs. Mais disons qu'ils ont subi divers désagréments durant leur histoire. Ils ont fui les grandes villes à chaque changement de dynastie. Ce sont les éternels immigrés de l'intérieur, dit-on. Ils ne sont pas miséreux, mais ils sont bien plus pauvres que dans le reste de Chengdu, par exemple. Alors, ils ont connu des périodes de persécution, mais ils ont connu aussi de longues périodes de paix. Il existe des Hakka très connus, tels que Sun Yat-sen, par exemple, ou Hong Xiuquan. Hong Xiuquan, ça ne vous dit pas grand-chose, et c'est pourtant le chef religieux de la révolte des Taiping, au début du 19e siècle, qui est la plus grande guerre civile de tous les temps, en termes de nombre de morts. Les Hakka sont connus pour avoir des maisons circulaires. Vous avez peut-être déjà vu ça. Ça s'appelle des toulous, de très belles maisons circulaires. Tout à l'heure, dans la campagne, j'ai vu des tombes sur ce modèle, des tombes isolées. Alors, ce sont des constructions qui obéissent très précisément aux règles du Feng Shui. Leurs orientations sont très pensées. Les Hakka, comme bon nombre de Chinois traditionnels, sont singulièrement attachés aux principes essentiels du Tao. Alors en voyant ces tombes assez pauvres dans la campagne, et sachant que nous sommes le 19 décembre, eh bien j'ai songé évidemment à Jean Genet, dont c'est l'anniversaire en ce jour, et surtout à son roman flamboyant, percutant, extraordinaire, Pompe funèbre. Dieu qu'il me manque, ce grand livre, ou même ce grand texte que Jean Genet aurait pu consacrer aux Chinois. Leur sinuosité sélénite, leur peau écaillée par les abysses du Pacifique, leur état permanent d'absorption fluidique et d'imperméabilité spirituelle. C'est dans ces entretiens avec Hubert Fichte, que l'on peut retrouver dans L'ennemi déclaré, que Genet déclare que la révolution chinoise l'intéresse parce qu'elle a été faite par des paysans. C'est cela qui me touche, ajouta-t-il. Pompe funèbre est dédiée à son amant, Jean de Carmin, qui s'est fait assassiner en 1945. On y trouve des phrases vraiment terribrantes. La langue de Jean Genet est cristalline et sinueuse. Sinueuse dans le sens sinisante. Écoutez ce que Genet déclare par rapport à la tombe de son ami. Je parlerai d'abord de sa présence en moi. Dès qu'au cimetière il fut recouvert de terre, quand le petit tertre fut achevé et quand j'eus fait le premier pas pour quitter la tombe, je me sentis très nettement me détacher du cadavre qui, depuis 4 jours et un grand quart d'heure encore avant qu'on ne bouclât son cercueil, avait tenu lieu de Jean. Du cadavre en qui Jean s'était transformé par le prodige d'une balle bien placée. Puis aussitôt,
Jean lui-même prit une place là que je suis bien obligé de nommer mon cœur. Et je ne peux pas m'empêcher de lire un passage qui est situé vers la fin de Pompes funèbres, si j'arrive à le trouver dans mon édition très lourde, puisque c'est une édition qui contient également le journal du voleur et Querelle de Brest. Je me place à terre. Le voilà, ce passage extraordinaire. Mon art consistant à exploiter le mal, puisque je suis poète, on ne peut s'étonner que je m'occupe de ces choses, des conflits par quoi se caractérise la plus pathétique des époques. Le poète s'occupe du mal. C'est son rôle de voir la beauté qui s'y trouve, de l'en extraire, ou d'y mettre celle qu'il désire par orgueil, et de l'utiliser. L'erreur intéresse le poète, puisque l'erreur seule enseigne la vérité. Je répète ici que le poète est asocial, apparemment. Il chante les erreurs, il les enchante ensuite afin qu'elles servent la beauté du lendemain. La définition habituelle du mal me fait croire qu'il n'est que le résidu de Dieu. La poésie, ou l'art d'utiliser les restes, d'utiliser la merde et de vous la faire bouffer. Par mal, j'entends ici le péché contre les lois sociales ou religieuses de la religion d'État, alors que le mal n'existe réellement que dans le fait de donner la mort ou d'empêcher la vie. N'essayez pas de prendre appui sur cette définition rapide pour condamner les meurtres. Tuer, c'est souvent donner la vie. Tuer peut être bien. On le reconnaît à l'exaltation joyeuse du meurtrier. C'est la joie du sauvage qui tue pour sa tribu. Riton tue pour tuer, mais il n'importe. Le péché n'est pas là. Il tue pour qu'il vive. Pour qu'il vive, puisque ces meurtres sont le prétexte et le moyen d'une vie plus haute. Le seul crime serait de se détruire soi-même, car du coup, c'est tuer la seule vie qui compte, celle de son esprit. Je connais mal les théologiens, mais je les soupçonne d'être profondément de mon avis sur ce point.